Vous êtes dans le rayon du supermarché depuis 3 minutes, face à 47 marques différentes. La musique d'ambiance résonne tandis que vous tenez 2 paquets, un dans chaque main, comme s'il s'agissait de pierres qui allaient déterminer le reste de votre vie. Ce ne sont que des céréales. Vous le savez bien, mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe dans ce moment de paralysie silencieuse. Cette scène se répète tous les jours, dans tous les domaines de votre existence. Quelle formation suivre? Quel emploi accepter? Quelle relation cultiver? Dans quelle ville vivre? Et vous restez là, suspendu entre des possibilités infinies, portant un poids que personne ne vous a appris à nommer. La terreur de faire le mauvais choix. Il existe un mensonge cruel qui a façonné votre esprit depuis votre enfance. On vous a dit qu'il y avait un choix juste pour chaque moment de la vie, que si vous réfléchissez bien, faites suffisamment de recherches et analysez toutes les variables, vous arriverez à la décision parfaite, celle qui vous mènera au bonheur, au succès, à l'épanouissement complet. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas été éduqué pour choisir, vous avez été éduqué pour avoir raison. Et il y a une différence énorme entre ces deux choses. Pendant que vous cherchez le choix parfait, votre vie vous file entre les doigts. En évitant de décider pour ne pas vous tromper, vous choisissez la paralysie. Et au fond, dans une partie silencieuse de votre conscience, vous savez que vous gaspillez quelque chose de précieux, le temps dont vous disposez pour être qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la philosophie de quelqu'un qui a compris cette douleur de manière brutale. Kierkegaard n'a pas seulement vécu cette angoisse, il l'a transformée en une découverte qui peut vous libérer de la prison dorée des options infinies. Pensez à la dernière fois où vous avez pris une décision importante. Je parie qu'avant de choisir, vous avez fait une chose, vous avez cherché des garanties. Vous avez fait des recherches sur Google, demandé à vos amis, dressé des listes de pour et de contre, essayé de calculer quelle option vous apporterait le moins de souffrance et le plus de bonheur. Comme s'il existait une formule mathématique pour la vie humaine. Comme si quelqu'un, quelque part, avait un manuel contenant toutes les bonnes réponses. Ce comportement n'est pas accidentel. C'est le résultat de décennies de conditionnement qui ont commencé lorsque vous portiez encore un uniforme scolaire. Vous vous souvenez de ces tests à choix multiples? 5 alternatives, une seule bonne réponse. Si vous cochiez A alors que la réponse était C, vous obteniez 0. Peu importait que vous ayez compris la matière, que vous ayez raisonné intelligemment ou que vous soyez parvenu à une conclusion valable par un autre chemin. Vous vous êtes trompé, vous avez échoué. Pendant des années, votre esprit a été conditionné à croire qu'il existe des réponses objectivement correctes à tout, que le doute est synonyme d'ignorance, que l'hésitation est un signe de manque de préparation, que les personnes intelligentes savent toujours quelle voie suivre. Cela a profondément ancré dans votre cerveau l'idée que pour chaque question de la vie, il existe une réponse objectivement correcte. Et si vous ne la trouvez pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'avez pas fait assez d'efforts, que vous n'avez pas bien cherché. Puis vous avez grandi et découvert que la vie réelle n'a pas de réponse à la fin du livre. À 17 ans, on vous a demandé de choisir une profession. Réfléchis bien, vous disait-on. Cette décision va déterminer ton avenir. Comme si un adolescent qui ne sait même pas ce qu'il veut manger pour le déjeuner pouvait décider de ce qu'il va faire pendant les 40 prochaines années. Et si vous montriez le moindre doute, la moindre hésitation, quelqu'un venait aussitôt vous dire « Tu dois être plus déterminé. » Déterminé. Comme si la certitude était une vertu et le doute un défaut de caractère. Mais la pression ne s'est pas arrêtée là. À l'université, on vous a dit de choisir un domaine de spécialisation. Au travail, de définir des objectifs de carrière. Dans vos relations, de savoir si c'est vraiment ce que vous voulez. À chaque étape de la vie, la même exigence silencieuse. Vous devriez savoir exactement où vous allez. Et quand vous ne saviez pas, quand vous sentiez cette oppression dans votre poitrine face à une nouvelle décision importante, vous avez commencé à penser que le problème venait de vous, que les autres avaient un manuel secret de la vie adulte que vous n'aviez pas reçu, que vous étiez le seul à être perdu au milieu de tant de certitudes chez les autres. La société vous a vendu un mensonge séduisant, que les personnes qui réussissent sont celles qui savent toujours ce qu'elles veulent, que les vrais leaders n'hésitent pas, que les adultes mûrs ont toutes les réponses. Et quand vous avez réalisé que vous ne correspondiez pas à ce modèle, quand vous avez découvert que vous étiez encore plein de doutes, même après 30 ans, vous avez commencé à vous sentir comme un imposteur. Vous avez intériorisé l'idée que l'indécision est synonyme de faiblesse, que changer d'avis est un signe d'instabilité, que reconsidérer un choix est un échec. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous avez construit une prison mentale où il vaut mieux ne rien choisir plutôt que de risquer de faire le mauvais choix. Le résultat est une génération entière vivant dans une sorte de limbe existentiel. Vous remettez les décisions importantes à plus tard. Vous entretenez des relations tièdes parce que rompre serait prendre une décision radicale. Vous restez dans des emplois qui vous épuisent parce que, au moins, c'est sûr,
Vous évitez de vous engager dans quoi que ce soit qui impliquerait de renoncer à d'autres possibilités. Vous êtes devenu un collectionneur d'options ouvertes, un expert dans l'art de garder toutes les portes ouvertes, même si cela signifie ne jamais franchir complètement aucune d'entre elles. Car ce qui vous hante, ce n'est pas la peur de l'échec, c'est la peur qu'il existe un meilleur choix qui vous attend quelque part et que vous n'avez pas réussi à voir. Et puis, quand quelqu'un vous demande pourquoi vous ne faites pas ce changement que vous souhaitez tant, vous répondez « c'est compliqué ». Mais ce n'est pas compliqué, c'est simplement que vous avez été conditionné à avoir peur de la seule chose qui puisse vous libérer, le courage de choisir sans garantie. La vérité, c'est que personne ne vous a appris que tout choix important implique une certaine souffrance, que grandir, c'est justement cela, accepter qu'on ne peut pas tout avoir, que choisir une chose signifie renoncer à d'autres, que la vie adulte est faite de pertes conscientes au nom d'un idéal plus grand. Personne ne vous a dit que la maturité, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'apprendre à vivre avec les questions. Que la sagesse, ce n'est pas de ne jamais se tromper, mais de découvrir comment apprendre de ses erreurs. Que la force, ce n'est pas de ne jamais douter, mais de continuer à choisir même dans le doute. Mais il existe une issue à cette paralysie. Elle a commencé lorsqu'un philosophe danois du 19e siècle a découvert à ses dépens ce qui se passe lorsque la peur de se tromper vous empêche de vivre une histoire qui ne pourrait être que la vôtre. En 1840, un jeune homme de 27 ans marchait dans les rues de Copenhague, portant en lui un secret qui le rongeait de l'intérieur. Søren Kierkegaard était fiancé à la femme qu'il aimait, Regina Olsen, mais il ne pouvait se débarrasser d'une certitude torturante. Il n'était pas assez bien pour elle. Ce n'était pas une question d'argent ou de statut social. Kierkegaard venait d'une famille riche et était considéré comme l'un des intellectuels les plus brillants de la ville. Le problème était plus profond, plus intime, plus dévastateur. Il croyait que sa nature mélancolique, ses moments de dépression et sa tendance à tout remettre en question contamineraient son bonheur. Regina était pure lumière, spontane, joyeuse, confiante en l'avenir. Et lui, c'était un homme qui se réveillait chaque matin en s'interrogeant sur le sens de la vie. Comment pouvait-il offrir un avenir heureux à quelqu'un alors qu'il ne savait même pas s'il serait capable d'en construire un pour lui-même? Pendant des mois, Kierkegaard se tortura avec cette question. Se marier ou ne pas se marier? Suivre son cœur ou suivre sa raison? Risquer de détruire sa vie avec sa mélancolie ou détruire sa propre vie en renonçant au seul véritable amour qu'il ait connu? Reconnaissez-vous ce dilemme? Ce sentiment d'être pris entre deux choix impossibles où toute décision semble être une erreur irréversible? Kierkegaard a choisi de rompre ses fiançailles, de manière abrupte, presque cruelle. Il a rendu la bague, inventé des excuses, prétendu qu'il ne l'aimait plus. Regina était dévastée. Il était dévasté. Et pendant des années, tous deux ont porté les cicatrices d'une séparation qu'aucun des deux ne comprenait complètement. C'est dans cette douleur qu'est née l'une des réflexions les plus profondes jamais écrites sur le choix et le regret. Car Kierkegaard a découvert quelque chose que peu de gens ont le courage d'admettre. Il aurait regretté n'importe quelle décision. S'il s'était marié, il aurait passé sa vie à se demander s'il limitait le potentiel de bonheur de sa femme. S'il était resté célibataire, comme il l'est resté, il aurait vécu pour toujours en se demandant ce qu'aurait été sa vie s'il avait fondé une famille avec la femme qu'il aimait. C'est alors qu'il a écrit l'une des phrases les plus libératrices et les plus effrayantes de la philosophie. « Mariez-vous, vous le regretterez. Ne vous mariez pas, vous le regretterez aussi. Que vous vous mariez ou non, vous le regretterez de toute façon. » Vous vous dites peut-être « Quelle vision horrible de la vie !» Mais attendez, car ce que Kierkegaard a découvert n'était pas du pessimisme, mais une libération. Il a compris que le regret n'est pas un défaut du système, ni la preuve que vous avez fait le mauvais choix. Le regret est une partie inévitable de tout choix significatif, car toute décision importante implique de renoncer à quelque chose. Lorsque vous choisissez une profession, vous renoncez automatiquement à toutes celles que vous auriez pu exercer. Lorsque vous choisissez de rester dans une ville, vous renoncez à toutes les vies que vous auriez pu mener ailleurs. Lorsque vous choisissez une relation, vous renoncez à la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui auraient pu toucher votre âme d'une manière différente. Le problème n'est pas le regret en soi. Le problème, c'est que personne ne vous y a préparé. On vous a appris que les bons choix ne génèrent pas de regrets, que si vous ressentez du doute ou de la nostalgie, c'est parce que vous avez pris la mauvaise décision, que les personnes épanouies ne remettent pas en question le chemin qu'elles ont choisi. C'est faux. Les personnes épanouies se remettent constamment en question. La différence, c'est qu'elles ont appris à vivre avec le regret comme une partie naturelle de la vie, et non comme une preuve d'échec. Kierkegaard a passé le reste de sa vie à développer cette idée. Il a compris que l'angoisse face au choix n'est pas un bug du système humain, mais une caractéristique. C'est ce qui nous différencie des animaux qui ne suivent que leurs instincts. C'est le prix à payer pour avoir une conscience, la liberté et la responsabilité.
Mais si chaque choix engendre des regrets, comment décider? Comment sortir de la paralysie quand toutes les voies semblent mener à la souffrance? La réponse qu'il a trouvée a changé non seulement sa philosophie, mais aussi la façon dont des milliers de personnes ont commencé à voir leur propre vie. Et cela a tout à voir avec une distinction qui peut transformer à jamais votre façon de prendre des décisions. Imaginez deux personnes confrontées au même choix. Accepter un emploi dans une autre ville. La première personne se concentre sur ce qu'elle va gagner. Un meilleur salaire, une nouvelle expérience, des opportunités d'évolution. La deuxième personne se concentre sur ce qu'elle va perdre. Ses amis proches, sa routine familière, la sécurité familiale. Toutes deux acceptent le poste. 6 mois plus tard, la première est enthousiaste face aux défis, même lorsque les choses deviennent difficiles. La seconde se demande constamment si elle a fait le bon choix, surtout lorsqu'elle a le mal du pays. Ce qui a fait la différence, ce n'est pas la décision en soi, mais la façon dont chacune a envisagé ce choix. Kierkegaard a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre choisir en recherchant le bonheur et choisir en recherchant un sens. Et cette différence détermine non seulement si vous allez regretter votre choix, mais aussi comment vous allez gérer ce regret. Lorsque vous choisissez de rechercher le bonheur, vous pariez qu'une décision spécifique vous libérera de la souffrance et vous offrira une vie confortable, agréable, sans grand bouleversement. C'est la logique du « je serai heureux quand j'aurai trouvé cet emploi, quand j'aurai rencontré la bonne personne, quand j'aurai acheté cette maison, quand j'aurai résolu ce problème ». Le problème, c'est que le bonheur, par définition, est temporaire. C'est un état émotionnel qui va et vient, indépendamment de vos circonstances extérieures. Vous pouvez obtenir tout ce que vous pensiez qui vous rendrait heureux et vous réveiller quand même un lundi matin en vous sentant vide. Et puis, lorsque le bonheur attendu n'arrive pas ou ne dure pas, le regret frappe à la porte. Ai-je fait le mauvais choix? Aurais-je dû faire autrement? Existe-t-il une autre voie qui me rendrait vraiment heureux? Kierkegaard l'a vécu dans sa chair. Pendant des années après avoir rompu avec Regina, il s'est torturé en imaginant ce que serait sa vie s'il avait fait le choix inverse. Et si elle était vraiment la clé de son bonheur? Et s'il avait gâché sa seule chance d'être vraiment épanoui? Mais il a alors eu une révélation qui a tout changé. Il a réalisé qu'il se posait la mauvaise question. Au lieu de se demander « quel choix me rendrait heureux ?», il a commencé à se demander « quel choix reflète qui je suis vraiment ?» Au lieu de chercher la décision qui éliminerait sa souffrance, il a commencé à chercher la décision qui donnerait un sens à sa souffrance. Kierkegaard a compris que rompre ses fiançailles n'était pas une erreur, mais l'expression authentique de qui il était à ce moment-là. Quelqu'un qui valorisait davantage la liberté intellectuelle que la sécurité domestique. Quelqu'un qui préférait supporter la douleur de la solitude plutôt que de risquer de contaminer quelqu'un d'autre avec sa mélancolie. Était-ce un choix douloureux? Oui. L'a-t-il regretté? Constamment. Mais c'était un choix significatif, car il était en accord avec ses valeurs les plus profondes à cette période de sa vie. Et cela a fait toute la différence dans la façon dont il a géré son regret. Lorsque vous choisissez le sens, le regret ne disparaît pas, mais il change de nature. Au lieu d'être la preuve d'une erreur, il fait partie de l'expérience humaine qui consiste à avoir des valeurs et des principes. Au lieu de vous paralyser, il vous apprend quelque chose sur qui vous êtes et sur ce qui compte vraiment pour vous. Pensez à la dernière fois où vous avez pris une décision difficile en fonction de ce qui était juste pour vous, même si vous saviez que cela serait douloureux. Peut-être avez-vous eu une conversation difficile avec un être cher. Peut-être quitter un emploi sûr pour poursuivre quelque chose qui avait plus de sens. Peut-être mettre fin à une relation qui fonctionnait, mais qui n'avait plus de profondeur. L'avez-vous regretté? Probablement, à certains moments. Mais c'était un regret différent, n'est-ce pas? Ce n'était pas le regret qui vous fait vous remettre en question. C'était le regret qui vous aide à mieux vous comprendre. C'est la découverte de Kierkegaard. Les choix qui ont un sens ne vous libèrent pas de la souffrance, mais transforment la souffrance en quelque chose d'utile, en connaissance de soi, en croissance, en une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment pour vous. Et lorsque vous cessez de rechercher le choix qui vous rendra heureux et que vous commencez à rechercher le choix qui a du sens pour qui vous êtes aujourd'hui, quelque chose d'intéressant se produit. La paralysie diminue. Parce que vous n'essayez plus de deviner l'avenir, vous essayez d'honorer le présent. Chapitre 4. Le courage d'être imparfait. 3 semaines après avoir rompu avec Regina, Kierkegaard a écrit dans son journal « Je l'aimais, mais je ne pouvais pas la rendre heureuse sans me détruire moi-même. J'ai choisi de me détruire pour la préserver. Était-ce le bon choix? Je ne sais pas. Était-ce mon choix? Oui. » Cette phrase recèle une sagesse qui peut transformer complètement votre rapport aux décisions. Car Kierkegaard a découvert quelque chose que notre société s'efforce de vous cacher. Il n'y a pas de choix parfait. Il n'y a que le choix que vous pouvez assumer. Réfléchissez-y un instant. Combien d'heures de votre vie avez-vous perdu à fantasmer sur la décision idéale? Celle qui résoudrait tous vos problèmes, vous ouvrirait toutes les portes,
satisferait tous vos besoins en même temps, vous êtes paralysé parce que vous recherchez quelque chose qui n'existe pas. Le choix qui ne fait de mal à personne. Le choix qui n'implique aucun risque. Le choix qui n'exige aucun sacrifice. Le choix qui vous garantit que vous ne regarderez jamais en arrière en vous demandant « et si j'avais fait autrement ?» Mais regardez n'importe quelle personne que vous admirez, n'importe quelle vie qui vous inspire. Toutes sont construites sur des choix imparfaits, sur des décisions prises sans garantie, sur des paris pris dans le noir, soutenus uniquement par le courage d'assumer les conséquences. La mère qui a abandonné sa carrière pour élever ses enfants et qui se demande parfois qui elle serait si elle avait continué à travailler. L'artiste qui a renoncé à la sécurité financière pour suivre sa passion et qui fait encore des cauchemars à propos de l'argent. L'entrepreneur qui a tout laissé derrière lui pour repartir de zéro dans un autre pays et qui ressent parfois un mal du pays dévastateur. Aucune de ces personnes n'a pris la décision parfaite. Toutes ont un certain regret, un doute, une nostalgie pour la voie qu'elles n'ont pas empruntée. Mais elles partagent quelque chose qui les différencie de ceux qui vivent dans la paralysie. Le courage d'être imparfaite. Kierkegaard appelait cela le saut de la foi. Non pas au sens religieux, mais au sens existentiel. Le moment où vous cessez de chercher des garanties et acceptez que vivre, c'est fondamentalement parier sur l'inconnu. Vous ne vous mariez pas parce que vous êtes sûr que ça va marcher. Vous vous mariez parce que vous choisissez de construire quelque chose avec cette personne en sachant que ça peut ne pas marcher. Vous ne changez pas de carrière parce que vous avez la garantie de réussir. Vous changez parce que vous choisissez de parier sur la personne que vous voulez devenir, en sachant que vous pouvez échouer. La différence entre ceux qui vivent et ceux qui existent simplement réside précisément là, dans la capacité à assumer des choix imparfaits avec dignité. Et assumer un choix ne signifie pas ne jamais le remettre en question. Cela signifie remettre en question sans se paralyser. Cela signifie porter le regret sans le laisser annuler le sens de sa décision. Cela signifie accepter que l'on est un être humain limité, prenant des décisions avec des informations incomplètes dans une réalité en constante évolution. Il y a une étrange beauté dans cette imperfection. Lorsque vous cessez d'exiger de vous-même une omniscience divine, lorsque vous acceptez que vous ne pouvez pas contrôler tous les résultats de vos choix, quelque chose se libère en vous. Vous retournez dans ce rayon du supermarché, mais avec une perspective différente. Vous ne cherchez plus les céréales parfaites. Vous choisissez les céréales qui ont du sens pour vous aujourd'hui, en sachant que demain, vous en voudrez peut-être d'autres. Et ce choix, petit, imparfait, humain, devient un acte de courage, parce que choisir est toujours un acte de foi. La foi que vous serez capable de gérer les conséquences, la foi que vous apprendrez de vos erreurs, la foi que vous êtes suffisamment fort pour porter à la fois les succès et les regrets qui accompagnent une vie vraiment vécue. Kierkegaard est mort à 42 ans, célibataire, portant jusqu'à la fin la douleur d'avoir perdu Regina. L'a-t-il regretté? Tous les jours. Mais il a également écrit certaines des réflexions les plus profondes sur l'existence humaine qui ait jamais été produite. Sa douleur s'est transformée en sagesse. Son imperfection s'est transformée en art. Il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que le choix que vous pouvez transformer en quelque chose de plus grand que lui-même. Le choix que vous pouvez porter avec détermination, même lorsqu'il fait mal. Le choix qui reflète qui vous êtes, et non qui vous pensez devoir être. Et peut-être qu'au final, c'est la seule perfection possible pour nous, êtres humains imparfaits. Le courage de choisir en sachant que nous allons souffrir, en sachant que nous allons douter, en sachant que nous porterons à jamais l'ombre du chemin que nous n'avons pas choisi. Et pourtant, choisir. Car l'alternative, ne pas choisir, est aussi un choix. Et paradoxalement, c'est le seul que vous devriez vraiment regretter. Cette vidéo vous a-t-elle fait réfléchir? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez préféré. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous regardez les vidéos. Vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller? Si vous souhaitez passer à l'étape suivante et appliquer réellement ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc sont faits pour vous. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas, le succès est une décision. Le choix vous appartient. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.